Bonjour, bienvenue sur le Dealmaker Show. Alors, je suis ravi d'avoir aujourd'hui Jean-Philippe Bescon, Lazare, Sophie Javary, BNP Paribas, et Jean-Baptiste Marchand, Amala Partners. Bonjour. Bonjour à vous, merci Bonjour. d'être avec nous. Bonjour. Alors, un sujet, on est ravi de vous avoir sur le plateau ce matin, a fortiori, parce qu'April vient d'être vendu à KKR. On voit un deal large cap qui fait un peu figure d'exception et on sera ravi en fait d'avoir un peu votre vision, votre idée du marché actuel. Sophie, peut-être pour commencer, honneur aux femmes. Merci. Vous parlez du marché des fusions-acquisitions. Donc, c'est un marché qui a été extrêmement actif et avec beaucoup de transactions depuis 2 ans. Et donc, nous constatons un certain ralentissement, surtout dans les opérations qui ont besoin d'un effet de levier, donc d'un financement important, parce que, comme vous le savez peut-être, les marchés de capitaux sont plus difficiles. On a vu moins d'opérations depuis la guerre en Ukraine. Néanmoins, nous sommes plutôt relativement optimistes, à la fois parce qu'on voit des opérations donc de taille moyenne continuer à se faire. Et comme nous l'échangions avant cette émission, beaucoup de grandes entreprises qui sont prêtes à passer à l'offensive après cette période de Covid, donc pour effectivement capter des actifs qui sont notamment dans les portefeuilles des maisons de private equity. Jean-Philippe, un optimisme relatif mais partagé? Un optimisme partagé, en effet. Aujourd'hui, en complément des points de Sophie, on voit aussi des véhicules de private equity qui ont levé de l'argent ces 18 derniers mois et qui sont donc prêts à l'investir. Il y a certes aujourd'hui un ralentissement dans le marché qui est plus perçu comme une pause ou un attentisme, qui est en effet lié aux conditions de financement qui sont plus difficiles, aussi à une absence de visibilité et à beaucoup de volatilité sur les marchés, que ce soit sur les valorisations qui sont difficiles à appréhender pour les investisseurs, mais aussi sur les agrégats avec des current trading qui ne reflètent pas encore tout à fait les difficultés perçues ou actuelles ou à venir des entreprises. Mais néanmoins, nous, on est plutôt optimistes en se disant que c'est une histoire de quelques mois, mais que ensuite, les valorisations atterriront, que les agrégats se normaliseront et donc que les transactions pourront reprendre tout à fait. Et April, en effet, comme vous l'évoquez, est un très bon exemple d'un investisseur qui est passé à l'offensive et qui a su aujourd'hui valoriser pleinement cet actif de courtage et prendre son risque sur le financement. Jean-Baptiste? Moi, je partage ce qui vient d'être dit. Ce qu'on observe, et l'indice Argos Politique qui est sorti là, je crois, hier soir, mentionne effectivement un niveau des multiples moyens qui a légèrement baissé, qui était un peu plus de 11,5 et qui passe à 10 fois l'EBITDA. Un volume d'opérations qui s'est contracté, c'est-à-dire que devant cette baisse des valorisations, les vendeurs sont un peu plus enclins à garder leurs actifs. Et puis surtout, ce qu'on voit assez fortement, c'est que sur les grosses opérations qui étaient valorisées à plus de 20-25 fois l'EBITDA, là, le nombre de ces opérations qui s'étaient fortement accrues dans la période 2020-2022 revient à son niveau de pré-Covid. Voilà. Là, l'arrivée en fait d'un marché plus tendu, plus enclin à être côté acheteur que côté vendeur, ce qui s'est passé pendant les dernières années, va donner plus de relief au rôle du banquier d'affaires, du conseil. Sophie ou Jean-Philippe ou Jean-Baptiste. Oui, certainement. Bon, le banquier d'affaires, de toute façon, apporte effectivement son intermédiation, mais aussi dans des contextes qui sont effectivement des contextes où il faut établir des socles solides de valorisation. Le travail de valorisation doit être affiné et doit se baser sur des perspectives économiques. Donc, le travail sur le business plan, sur les projections financières est d'autant plus important. Et les due diligence, parce que effectivement,
effectivement, dans ce contexte, nous devons apporter nos appuis sectoriels, notre connaissance des marchés à cette phase-là. Et puis, la connaissance aussi du financement. Puisque le financement est plus complexe, c'est à nous d'imaginer des nouvelles sources de financement, comme les fonds de dette, comme l'unitranche. C'est à nous aussi de structurer des opérations par lesquelles, dans certains cas, et ça a été le cas quand nous avons vendu GreenYellow, par exemple, cette année, dans lesquels le vendeur peut rester au capital ou peut procurer une certaine source de financement. Donc l'imagination est nécessaire, d'où le rôle des intermédiaires. Et effectivement, dans ce processus d'ajustement sur la valeur, dans le dialogue entre le vendeur et les acheteurs, le rôle des intermédiaires et des banques d'affaires est primordial. Pour une banque aujourd'hui, avoir un bilan également derrière et pouvoir financer, c'est un vrai plus pour les équipes corporate, ou c'est totalement dissocié? Ah oui, c'est un vrai plus, puisque nous avons une connaissance fine des marchés de capitaux, que par ailleurs nous sommes capables, nous, d'intervenir en bilan dans les opérations, et la confiance que peut donner un nom comme BNP Paribas dans notre capacité à financer une opération a un effet d'entraînement sur le marché. Donc la taille du bilan a un impact. Ça ne veut pas dire quand on est conseil, on finance systématiquement, mais quand même, les clients qui s'adressent à BNP Paribas s'attendent à avoir une vision sur la capacité de financement et l'engagement possible de la banque sur ces opérations. Jean-Baptiste, bon, pas de bilan, mais du data advisory en interne. Nous, pas de bilan, pas de pétrole, mais beaucoup d'idées et beaucoup d'agilité. Une grande proximité avec les prêteurs. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que sur les grosses opérations, celles à plus de 500 millions d'euros, 1 milliard d'euros, il y a un assèchement de la dette et des marchés de prêts. Et donc on a recours effectivement à des fonds d'investissement qui prêtent de l'argent, donc des fonds de dette. Et aujourd'hui, ces guichets sont ouverts. Donc les opérations qu'on a pu observer là sur les plus gros deals récemment ont eu recours à ces prêteurs. Je vous prendrai un exemple. Nous avons cédé à l'automne Vacances Select et à PAI. Nous conseillons Permira. PAI était backé par un fonds Kitares qui lui a permis de faire cette opération. Voilà. Et c'était clé pour faire ce deal, dans la mesure où sans financement, il n'y a pas d'opération. Donc le regard que nous portons quand nous sommes vendeurs sur la capacité de financement qu'ont nos acquéreurs est absolument clé. Super, tout se transforme. Jean-Philippe, voilà, il n'y aura pas de bilan non plus, en tout cas pour financer. Mais du conseil, un axe transatlantique, une présence globale, ce sont vos forces ou il y en a encore plus? Ça fait partie de l'une de nos forces, en effet, et pour reprendre le point évoqué par Sophie sur le rôle de l'intermédiaire, dans cet environnement un peu plus chahuté, bien comprendre les dynamiques au sein des acquéreurs potentiels est critique pour l'intermédiaire et pour le banquier vendeur. Et donc d'avoir cette connaissance de la dynamique des corporates nord-américains qui, eux, sont peut-être un peu moins touchés par ce qui se passe en Europe, bénéficient d'un pouvoir d'achat relatif plus conséquent par l'évolution de l'euro-dollar, et un plus dans certains processus. Un exemple, avant l'été, nous avons vendu une société pour le compte d'ICA qui s'appelle Linksys, où nous sommes allés chercher des acquéreurs nord-américains qui ont réussi à faire l'opération et qui étaient bien mieux disants que les Européens de par leur évolution du pouvoir d'achat sur une société qui génère plus de la moitié de ses cash flows en dollars. Donc, malgré tout ce positif, chacun avec ses forces. Si on devait sortir la boule de cristal pour 2023, vous attendez un redémarrage pendant l'année, ou pas. Et si vous deviez être encore plus précis, plutôt premier semestre, second semestre. Je ne vous demande pas du trimestre, hein, Jean-Baptiste. Oui, je pense que nous sommes dans une phase d'ajustement de marché. C'est-à-dire qu'il y a actuellement un certain nombre d'incertitudes. Les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Et il y a un attentisme qu'on observe qui est assez fort. Ce qu'on perçoit, c'est que sans doute le premier semestre va être un moment d'ajustement où les vendeurs et les acheteurs devront retrouver une zone de jeu où ils se retrouvent. Et on espère effectivement que à l'issue de cette période, le marché s'ajuste et on retrouve des volumes significatifs. Sophie ?
La macroéconomie est essentielle. Et là-dessus, on verra la désinflation parce que en fait, l'effet base de l'inflation qui s'est produite en 2022 va faire que, en comparaison, l'inflation 2023 va être plus faible puisque la composante énergie dans l'inflation est importante. Donc ça va être un facteur qui va être certainement positif. Et quand les investisseurs en dette vont se repositionner dès qu'ils seront sûrs que les banques centrales ont fini d'ajuster les taux à long terme. Donc, on est très dépendant de la macroéconomie et on sent des lueurs certainement d'espoir. Certes, on parle de récession, mais si on en parle, c'est d'une récession qui est plutôt courte. Ensuite, il y a des incertitudes géopolitiques. C'est vrai qu'on parle de l'attractivité de l'Europe pour les Américains. L'Europe est perçue quand même comme un pays, comme une zone géographique dans laquelle il y a une guerre. Donc, il y a aussi cet impact de la guerre en Ukraine qui risque malheureusement de perdurer. Donc, je crois qu'on peut se dire qu'il faut regarder de très près les indicateurs macroéconomiques pour que très vite, on le voit déjà un peu avec la bourse, elle a monté en Europe, les marchés ont monté de 10% depuis un mois, parce que les boursiers commencent à voir en fait le bout du tunnel et à se positionner là-dessus. Donc la publication des résultats des entreprises en 2022 et la vision qu'ils donnent sur leur exercice 2023 va permettre à la bourse d'atterrir sur les valorisations, ce qui va se répercuter aussi ensuite sur les marchés privés. Philippe? Je partage tout à fait le point de Sophie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a et celui de Jean-Baptiste également, il y a un attentisme assez fort de l'ensemble des investisseurs, que ce soit en dette, mais aussi en equity. Je pense qu'aujourd'hui, le facteur dette est un point bloquant, mais c'est pas le seul. Aujourd'hui, il y a un attentisme qu'on observe dans la plupart des comités d'investissement. Et que, bien sûr, il y a les sujets macro, mais il y aura, comme indiqué, un élément important qui va être les atterrissages 2022 et la publication des résultats 2022 en février-mars 2023 par toutes les grandes sociétés cotées, qui permettront d'ajuster en effet les niveaux de valorisation, mais aussi de donner du recul sur les current trading et donc de permettre par analogie d'anticiper les performances des sociétés privées et de remettre un peu de référentiel et d'indicateurs sur les valorisations pour faire des deals de private equity. Aujourd'hui, on voit les valorisations sont compliquées à établir aujourd'hui pour deux raisons. Un, l'agrégat, c'est-à-dire aujourd'hui, quel est l'EBITDA de référence et comment est-ce que les opérations et les performances des entreprises se déforment de par la conjoncture. Et puis surtout, quel multiple appliquer, puisque les référentiels de transactions ont été faits dans un monde différent avec pas d'inflation, des taux proches de zéro. Donc aujourd'hui, c'est très très compliqué de se donner une vue sur la valorisation et on est assez convaincu que l'exercice de publication et d'atterrissage, tout le monde va permettre de rebaser les multiples et donc de redonner de la visibilité sur les niveaux de valorisation pour les acquisitions. Touchons du bois et donnons-nous rendez-vous au prochain Dealmakers Show. Merci à vous, merci à tous les trois.